le Président, qu'effectivement, quand vous prenez ce texte et que le Conseil national de la transition qu'il avait pris, c'était, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, pour réconcilier la nation congolaise avec elle-même. Et vous verrez que l'article 1er de cette disposition, de cette loi, dit notamment ceci, Monsieur le Président: la présente loi d'amnistie a pour but de réconcilier la nation congolaise avec elle-même et de favoriser la paix sociale et la concorde nationale. Et l'article 2, Monsieur le Président, dit: sont admissibles, et c'est très important, tous les faits de guerre commis antérieurement à la date de la promulgation de la présente ordonnance au cours des guerres de 1977, 1978, 1999. Quand vous reprenez l'ordonnance, l'arrêt de renvoi devant la chambre d'accusation, les événements qui sont visés, ce sont les événements de 97 et 99. Bien entendu, Monsieur le Président, on va vous dire qu'il faut lire les dispositions de l'article 3 de cette loi d'amnistie du 20 décembre 1989, qui dit notamment ceci, Monsieur le Président: ne bénéficie de la présente amnistie que les auteurs des faits de guerre qui se sont démobilisés de leur milice et qui ont déposé les armes avant janvier 2000. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, effectivement, si ce texte permet à toutes les milices, entre autres, je ne vais pas les citer, les ninjas, les Tchouboulous, mais effectivement, ce texte également doit bénéficier au Cobra. Parce qu'en fait, s'il est entendu qu'au moment de 1997, le général, je veux dire, monsieur Jean-François Ndengue, il n'était pas colonel. C'était un officier qui était, n'est-ce pas, livré à lui-même. Il était entre la voie de Cobra. Et c'est à ce titre qu'ils ont fait la guerre, contre l'oppression d'un pouvoir, n'est-ce pas, qui était banni par le peuple, en 1997. Dans ces conditions, vous dites que, parce qu'à cette époque, le général Ndengue, aujourd'hui, le général Ndengue, il était, n'est-ce pas, instructeur de Cobra, qui ne peut pas bénéficier, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, de cet admissible, puisqu'à l'époque, aujourd'hui, tout le monde sait que les Cobras n'existent pas, et que les encadreurs des Cobras, qui n'avaient pas la qualité de colonel, mais qui étaient des simples instructeurs, ou les miliciens comme les autres, ne peuvent-ils pas bénéficier, n'est-ce pas, de cette loi, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour? Et j'ai pensé que c'est une exception essentielle, puisque les fonds sont admissibles, Monsieur le Président. Si les fonds sont admissibles en faveur, n'est-ce pas, des ninjas, en faveur des mambas, en faveur de tous les autres, de toutes les milices que nous avons connues, des Cobras et autres, des Cobras, des ninjas, des Cocoy, pourquoi pas, n'est-ce pas, les Cobras également, puisque l'arrêt de renvoi fixe, n'est-ce pas, les faits de la cause en 97 et 98. L'arrêt de renvoi dit crime contre l'humanité, assassinat. Ou crime contre l'humanité, emprisonnement ou privation des libertés. Ou, un troisième ou encore, crime contre l'humanité, persécution. Alors, on est là pourquoi? Ils sont là pourquoi, les accusés? Ils sont là pourquoi, Monsieur le Président? J'aimerais qu'on nous le dise. On ne sait même pas exactement pourquoi ils sont là. C'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, que les accusations qui sont portées devant ces hauts officiers de l'armée sont des accusations imprécises. Imprécises. Et elles violent leur droit fondamental à un procès équitable. Parce qu'en substance, qu'est-ce qu'on leur dit? Bon, ben, on ne sait pas trop pourquoi vous êtes poursuivis. Bon, oui, vous l'avez déjà dit, là. Vous l'avez déjà dit. Vous avez soulevé une exception de l'imprécision des infractions. Je conclus, Monsieur le Président. Je conclus. Je dis que les juridictions françaises tirent leur compétence, qui a été appelée abusivement, excusez-moi, Monsieur le Président, du qualificatif, d'universel. Voici ce que disent ces dispositions, Monsieur le Président. En application des conventions internationales, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si elle se trouve en France. Toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces conventions. Les dispositions du présent article sont applicables aux tentatives de ces infractions chaque fois que celles-ci
est punissable. Mais Monsieur le Président, il s'agit de quelle convention en l'espèce? Mais il s'agit de convention du 12 août 1949 qui prévoit le génocide, qui prévoit le crime de guerre, qui prévoit le crime contre l'humanité. Or, Monsieur le Président, et c'est là tout l'intérêt de ce débat, or, le jeu juridique qui est le vôtre et le nôtre aujourd'hui, Monsieur le Président, et qui vous permettra certainement de juger irrecevable cette exception, s'il faut l'appeler ainsi, eh bien, ces conventions-là, les 4 conventions de Genève, Monsieur le Président, ont quitté le plan international pour faire corps avec l'ordre juridique interne du Congo. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Dans le cadre de l'évocation du procès du Beach, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, et Forum TV 831.25, la télévision des droits de l'homme, évoquent le procès du Beach. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bonjour et bonsoir. Nous voilà donc aborder cette deuxième partie sur les 12 vidéos que nous allons vous diffuser dans le cadre des crimes commis entre 1998 et 1999, notamment dans ce que nous avons appelé l'affaire des enlèvements et des disparitions du Beach. Après donc la vidéo consacrée aux exceptions soulevées par Maître Malonga, aujourd'hui nous passons sur les exceptions des avocats, des accusés, notamment Maître Mongo et Mabiala et Penapitra. Et nous allons aussi aborder la réplique du ministère public, notamment aux exceptions formulées par Maître Malonga. Nous tenons donc avant tout à relever la confusion faite par Maître Mongo et Mabiala sur certaines notions évoquées en matière de droit coutumier international, du droit international humanitaire et les conventions de Genève. Ces deux avocats auraient pu parler simplement du droit international, des droits de l'homme qui émanent des traités internationaux, notamment les pactes, les conventions et du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale, qu'on a évoqué justement également à ce procès.
En effet, depuis l'adoption de la Charte internationale des droits de l'homme, on parle du droit international des droits de l'homme. Celui-ci est différent du droit international humanitaire. J'ai eu du mal à suivre le raisonnement de ces deux avocats, notamment Maître Mongo et Maître Mabiala, qui voulaient noyer le poisson ou divertir la coupe avec des notions qu'ils ont du mal à maîtriser. Et le président de la Cour n'a pas manqué de les recadrer, même si lui-même n'est pas allé plus loin pour donner des précisions. À la fin, donc, je peux dire dans ce flou, on a compris qu'on devait soulever l'exception sur l'imprécision des accusations contre les 11 officiers supérieurs. Aucun des avocats donc n'a souligné des exceptions concernant la présence comme témoin du ministre Léon Alfred Opimba et du représentant du HCR, voire même le représentant de la RDC, parce que tous étaient signataires le 14 avril 1999 d'un accord tripartite entre les deux Congos et le HCR pour organiser le rapatriement volontaire des Congolais de Brazzaville, d'abord par train à partir des lieux de refuge jusqu'au beach Ngobila de Kinshasa, puis au beach de Brazzaville pour le retour à leur domicile respectif. Donc au beach de Brazzaville, en dehors donc du colonel Eve Alakwa, on a oublié également qu'il y avait également le lieutenant Okwere, les lieutenants Okwere, et puis je crois Okwele Saturnin aussi et Okana. Il y avait les commandants Eleka, Elenga plutôt et Atipo, Jean-Mathieu je pense. Il y avait aussi le sergent Brice, puis Vital et d'autres indicateurs, Sitabansiri par exemple. Au beach de Brazzaville, le premier convoi avait été accueilli en personne par le ministre de l'action humanitaire, qui était le docteur Léon Alfred Opimba, donc chargé de l'action humanitaire. Il était là pour souhaiter la bienvenue aux arrivants, tout en leur assurant que chacun devait rentrer chez lui, mais avant, il avait même indiqué à tous qu'ils devaient se soumettre ou remplir des simples formalités de police. Ce qui va se produire, selon donc les témoins que vous suivrez dans le procès, est tout à fait le contraire de ce qui avait été dit officiellement par le ministre Léon Alfred Opimba. Parce que, après, on va procéder au triage. Les gens étaient mis en rang, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. On leur faisait rentrer dans une salle, et là, on leur demandait de se dépouiller de leurs chemises et pantalons, aux fins de recherche de certaines traces. Tous ceux qui avaient des traces, notamment des blessures ou des écorchures, étaient retenus dans le salon. Alors qu'on savait très bien que ces gars-là vivaient dans des conditions qui étaient fait difficiles, dans les forêts et tout. Ils ne pouvaient qu'avoir quelques lésions, ou des écorchures et tout. Bon. Donc ceux qui avaient des cicatrices à la main étaient retenus dans la salle. Et dans cette salle, il y avait quelqu'un qui les enregistrait. Les personnes retenues étaient mises dans un bus et amenées derrière la résidence présidentielle du plateau, vers le fleuve. On les mettait deux par deux pour les exécuter. Le chef de l'exécution passait après en donnant un coup de pied sur chaque corps pour s'assurer qu'ils étaient effectivement bien morts. Ces corps avaient été soumis au supplice du pneu, le collier de feu, comme on le faisait en Afrique du Sud. Les gens de Bakongo avaient bien vu la fumée, notamment le lundi 18 mai, et se demandaient ce qu'on brûlait là-bas. Il y avait une fumée noire, ces exécutions connues de la présidence, de l'entourage, du personnel et certains éléments. Et que Marcel d'ailleurs Nzuru a tenté de dénoncer. Et ces exécutions sont restées un secret militaire. Tout le monde le sait.
plus de 2000 jeunes gens ont été tués. Nous allons revenir sur ces points justement au fur et à mesure pour vous expliquer les conditions, puisque nous avons reçu un rapport de ceux qui ont participé même à ces exécutions, qui sont confiés à nous. Et Maître Mbemba doit avoir aussi ce rapport. Curieusement, au procès public de Brazzaville de 2005, que vous allez suivre grâce donc à nos images, la cour criminelle n'a identifié que moins de 90 jeunes gens enlevés au beach de Brazzaville et qui ont disparu. Bien sûr, ce chiffre est bien minoré. Leurs corps, non, les corps de ceux qui ont disparu n'ont jamais été remis à leur famille. Alors que jusqu'à la tenue du procès, le clan Sasso niait à corps et à cri la réalité des disparus de l'embarcadère de Brazzaville et d'autres lieux en avril, mai et décembre 1999. Vous allez suivre cet important témoignage des parties civiles. Mais ces témoignages-là n'ont pas donné curieusement la possibilité au ministère public de faire témoigner le ministre Alfred Opimba ou même le représentant de la RDC. Le ministre Opimba, que j'ai côtoyé en ce moment-là, trouvait indifférent ce qui se passait dans les quartiers sud de Brazzaville, notamment lorsque j'ai commencé ce que j'ai appelé l'opération de la protection des personnes et des biens, à partir du 22 décembre, parce que la guerre déclenchée à Brazzaville à partir du 18 jusqu'au 22, c'était pratiquement inaccessible. Je reviendrai sur cet épisode justement parce qu'il y a des gens qui ont raconté d'une façon maladroite, pour ne pas dire haineuse ou mensongère, des propos comme quoi j'ai conduit un peloton d'exécution pour aller tirer sur mes frères de Mabama Pissa, c'est-à-dire des Matsouanis, mais c'est pas possible. Dans quel intérêt j'aurais pu faire ça? Bon, bref, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. De toute façon, je reviendrai sur cet épisode parce qu'après tout, je vous relate les faits tels que ça s'est passé pour que les gens ne les déforment pas demain. J'évoque, je dénonce également cette maladresse du ministre Léon Alfred Opimba dans la gestion du problème de santé de mon ami, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien haut-commissaire des droits de l'homme du président Pascal Lissouba. Je cite le docteur Jean Blaise Kololo, qui était souffrant en RDC. Parce que Jean Blaise Kololo, au milieu de la guerre civile de juin à octobre 1997, il avait exhorté la France à ne reconnaître aucun chef politique avec des milices armées à la fin du mois de juillet 1997. Au cours des violences donc, de décembre 1998 à Brazzaville, Kololo, il s'est dit, il se trouvait dans une situation inconfortable. Il a fui le quartier de Bakongo. Et donc, il a passé 3 mois et se cachait dans la région du Poul avant de traverser le fleuve Congo à Kinshasa, pour aller à Kinshasa. Il était dans un état d'épuisement total en ce moment-là. Il a été hospitalisé à Kinshasa. Mais le docteur Opimba n'a pas réussi à le faire évacuer le 27 avril 1999 vers l'Europe pour des soins médicaux urgents. Et tout le monde le sait que Jean Blaise Kololo, il va décéder le 28 avril 1999 à Kinshasa d'une dysenterie amibienne. Comme d'ailleurs, je tiens à ouvrir la parenthèse, comme André Grenard-Matsoua qui est mort d'une dysenterie amibienne dans la prison de Mayama. Et ça, ce sont des révélations de mes grands-parents, parce que quand les gens disent que Matsoua est mort ailleurs, non, il est bien mort à Mayama. Bon, ça c'est un autre débat que certaines personnes,
des illuminés qui racontent n'importe quoi, mais en fait, c'était une parenthèse aussi que je tenais à ouvrir et à refermer par rapport à la mort d'André Grenard-Matsoua, que j'assimile un peu à la mort de mon ami Jean-Blaise Kololo, qui est mort d'une dysenterie amibienne à Kinshasa, contrairement à ce que les gens disent, donc il aurait pu être soigné. Bon, donc en vérité, c'est pour des raisons pratiques et d'opportunités pédagogiques que je me permets de donner quelques précisions sur les notions soulevées par Maître Mongo et Mabiala, car nous devons également être au service de l'enseignement des droits de l'homme, pour ne pas induire les gens en erreur. Oui, vous avez donc ces avocats ont évoqué les notions qu'ils ont peut-être mal assimilées à l'université. Je voudrais ainsi repréciser ces notions. Les conventions de Genève sont des traités internationaux fondamentaux dans le domaine du droit international humanitaire. Elles dictent des règles de conduite adoptées en période de conflits armés, et notamment la protection des civils, des membres de l'aide humanitaire, des blessés ou encore des prisonniers de guerre. La première convention de Genève date de 1864. Cependant, les textes en vigueur aujourd'hui ont été écrits après la Seconde Guerre mondiale. Ces textes en cours actuellement, les 4 conventions de Genève, du 12 août 1949, les 2 protocoles additionnels du 8 juin 1977 et le 3e protocole additionnel de 2005. Les 4 conventions de Genève ont été mondialement ratifiées, ce qui signifie que chacun des États du monde s'engage à les respecter. Donc, parler des conventions de Genève, c'est faire allusion au droit international humanitaire, dont le principal objectif est d'atténuer et de prévenir la souffrance humaine lors d'un conflit armé. Donc, le droit international humanitaire veille à ce que les personnes blessées reçoivent des traitements appropriés et il prohibe les attaques dirigées contre des civils, ainsi que l'utilisation de certaines armes. J'aurais préféré qu'il soit question plutôt par ces avocats simplement du droit pénal international, qui est un domaine aussi complexe que vaste lorsqu'il s'agit d'interpréter sa dernière codification, c'est-à-dire le statut de Rome, pour avoir été l'un de ceux qui ont participé à sa discussion, à son élaboration et à son adoption. Oui, j'ai participé en juillet 1998 à Rome aux discussions, donc à l'adoption, c'est-à-dire à ce qu'on appelle la conférence internationale des plénipotentiaires. J'étais en ce moment-là plénipotentiaire, oui. C'est là où justement les gens font une confusion, parce que j'étais dans la délégation du Congo, où nous étions, j'étais le chargé de mission de la présidence de la République en juillet 1998 pour aller signer justement ces statuts de Rome à Genève, et plutôt à Rome, statut de portant création de la CPI. Alors vous pouvez donc voir le texte, vous pouvez télécharger le texte de ce statut dans notre site forum www.frtdh.org. Alors, pour nous, défenseurs des droits de l'homme, nous avons en mémoire constamment qu'une contribution essentielle du droit pénal international consiste à proscrire tout comportement illégal. Cela signifie que pratiquement tout comportement en termes de responsabilité pénale, de sanctions pénales, etc., est également proscrit en termes de responsabilité civile. Donc, en suivant les plaidoiries de ces avocats, j'ai eu l'impression que la cause des droits de l'homme n'a pas été compromise du fait que les individus aient échappé aux poursuites. Le plus grave, c'est que les débats sur la culpabilité a négligé de traiter et de régler la question essentielle qui est de savoir où se trouvent les restes de ces personnes disparues et quelles techniques employer pour faire disparaître leurs traces. La Cour
ne sait même pas transporter sur les lieux prétendus des massacres. Lorsque des questions d'une telle importance sont négligées et demeurent non résolues, la cause des droits civils et politiques ne progresse pas. On est tenté de conclure cyniquement que les nécessités militaires l'emportent toujours sur les principes humanitaires dans l'esprit de ceux qui parlent de l'imprécision des accusations ou des faits amnistiés. Comment une avocate puisse donner l'impression de maîtriser le droit international humanitaire qui a comme source les conventions de Genève et les différents protocoles? Ici, le droit international humanitaire constitue un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherchent à limiter les effets des conflits armés. Le droit international humanitaire est également appelé droit de la guerre ou droit des conflits armés. Le droit international humanitaire fait partie du droit international qui régit les relations entre États. C'est à ce titre que je dis, mais pourquoi n'a-t-on pas mentionné le rôle de la RDC et du HCR dans cette affaire des disparus du Beach, qui au départ était prise en charge conformément aux accords tripartites qui relèvent effectivement du droit international humanitaire. Donc, les avocats auraient pu avoir le mérite d'évoquer des normes propres à la protection de la population civile, contenues dans les 159 articles de la Convention 4. La norme la plus importante concernant la population civile se trouve d'ailleurs dans l'article 27 de la Convention 4 de Genève, qui stipule que les personnes protégées ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions, des pratiques religieuses, de leurs habitudes, de leurs coutumes. Donc, en un mot, de leur intégrité physique et mentale. Donc, ces personnes n'ont pas été traitées avec humanité. Ils n'ont pas été protégés des actes de violence, d'intimidation, d'insultes, de curiosité publique, puisqu'ils ont été regardés et tout, jusqu'à les amener au champ de tir ou dans les bûchers pour les brûler parfois vifs. Mais nous allons revenir sur les témoignages. Peut-être à la 3e, 4e, 5e, 6e vidéo. Alors nous tenons à souligner tout ça parce que il y a eu quelque part comme si on a voulu noyer le poisson. Par ailleurs, les personnes protégées ne doivent pas être contraintes de fournir des renseignements. On n'a pas évoqué ça. Il est expressément interdit de leur causer des souffrances physiques, jusqu'au meurtre. Certains ont été torturés. Ils ont subi des peines corporelles, des mutilations. Ils ont été brutalisés. Dans le cadre du CICR, il a été développé des mesures protectrices des victimes des conflits armés internationaux. Même si ici, il ne s'agit pas d'un conflit armé international, mais dès l'instant où ces réfugiés ont été pris en charge par le HCR, l'État qui a signé des accords avec les autorités de la RDC n'a pas respecté ses engagements. Les autorités congolaises s'étaient pourtant clairement engagées dans la lutte pour les droits de l'homme lorsqu'elles prennent des mesures pour rapatrier les Congolais. Si le gouvernement suisse est le dépositaire de ces traités et si le comité international de la Croix-Rouge est le gardien du droit international humanitaire et le défenseur des victimes de la guerre, la mise en œuvre des conventions de Genève relève de la responsabilité des États partis qui s'engagent à respecter et faire respecter cette convention en toutes circonstances. Et ça, les avocats n'en parlent pas.
Il voulait distraire, divertir la Cour, montrer à l'opinion qu'il maîtrisait le domaine du droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Alors, le statut de la Cour pénale internationale aurait pu être abondamment évoqué. C'est ce texte qui prévoit qu'elle juge les crimes de guerre, c'est-à-dire des infractions graves définies comme telles dans les conventions de Genève. Le Congo de Sassou ne respecte pas les règles applicables aux droits de l'homme. Sassou aime des situations exceptionnelles qui réduisent les droits de l'homme à leur niveau le plus précaire. Ça, je suis bien placé pour le dire. Les droits de l'homme au Congo sont devenus une illusion. Faire comme à la conférence nationale souveraine, où un individu comme Sassou a déclaré qu'il assume tout, et quelques années après, il reprend ses crimes. C'est ce qui s'est passé au procès où la justice a reconnu les disparitions et a fait verser des indemnités insignifiantes aux victimes ou à leurs ayants droit. Ce n'est pas la justice. Comme disait le vieux chef Nkewa, il ne faut pas couvrir des crimes ou des délits. C'est pour ça que le vieux Nkewa n'aimait pas l'expression des Congolais qui, je cite, quand il disait toujours Tayabika, Tayabika Nogwa. Il n'aimait pas ça, c'est-à-dire laver les mains, sans procéder au véritable jugement et à la sanction. Nkewa était le chef d'une justice de l'état de droit. Je parie même que si le vieux Joseph Nkewa était vivant, était en vie, lors de la conférence nationale, il aurait pu conseiller à Monseigneur Nkombo de ne pas procéder à la séance de lavement des mains, sans pour autant que celui qui avait été soupçonné des crimes et tout ne soit entendu, ne reconnaisse officiellement ce qui s'est passé. Donc, les exceptions de Mongo et Pénapitra sont, je dirais, ridicules. Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, comme on dit en latin, soit avant toute défense au fond, sans ce que l'on appelle les exceptions de procédure. Mais là, le code de procédure définit certainement cette exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à ensuite suspendre le cours. Donc c'est pour cela qu'ils auraient pu évoquer l'absence des signataires des accords tripartites était un mobile qui devait suspendre le cours du procès. Les arguments évoqués par ces avocats sont pour moi incompréhensibles à notre point de vue de défenseur des droits de l'homme. Les enlèvements, les disparitions des personnes sont des situations anormales qui, dans l'application des droits de l'homme, deviennent donc normales, c'est-à-dire que ces personnes sont exécutées après avoir été enlevées au sortir de la guerre. J'aurais préféré qu'on fasse allusion uniquement à la portée de l'article 8 de la Convention 4 de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Ces conventions du 12 août 1949 qui mentionnent sérieusement l'inaliénabilité des droits, ce que Maître Mabiala n'a pas pu évoquer d'une façon intelligente. Et d'ailleurs, je me pose la question s'il a même suffisamment de connaissances dans ce domaine. Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure la présente convention, et le cas échéant les accords spéciaux visés à l'article précédent. C'est pourquoi les moyens de défense qui auraient pu être soulevés seraient de mentionner justement, comme je l'ai dit, l'absence des parties signataires des accords de rapatriement des réfugiés,
en complément des exceptions soulevées par Maître Malonga. Voilà des arguments tendant à faire suspendre le cours de ce procès, qui en réalité n'est qu'une manipulation de la justice par Sassou, le seul responsable de ce qui s'est passé. Les avocats, en invoquant curieusement le droit international coutumier, sinon le droit international, les droits de l'homme tout court, auraient pu avoir à l'esprit que les gouvernements et leurs agents doivent appliquer en tout temps et en tout lieu les principes qui préservent la vie des citoyens, donc interdire les enlèvements, les emprisonnements, la torture, les peines ou traitements cruels ou dégradants, les disparitions et les meurtres. L'amnistie comme une exception est une exagération. Gilles Pénapitra paie à son âme. Mais il a exagéré lorsqu'il évoque l'amnistie de ces faits. Lorsqu'il n'est surtout pas établi que les gens portés disparus ont cessé de vivre avant janvier 2000. Les disparitions de centaines de personnes à partir d'avril 1999 ne constituent pas une catastrophe naturelle qui rendrait nécessaire des mesures dérogeant à certains droits de l'homme et des situations prévues dans les instruments nationaux et internationaux ratifiés par le Congo. La tentation était grande pour certains avocats qui ont prétexté aux faits amnistiés ou l'imprécision des chefs d'accusation. Est-ce pas normal de poursuivre tous ceux qui étaient chargés de faire appliquer les textes juridiques? Ce sont ceux-là qui ont failli dans leur mission. Tous ces officiers impliqués dans les crimes d'enlèvement, séquestration, torture, disparition et exécution ne pouvaient être amnistés sans au préalable des condamnations et des sanctions. Comment, avec une telle tolérance, peut-on réellement prévenir ou réduire le risque de revictimisation qui pèse sur les populations non favorables au régime? Oui, on a revu les mêmes scènes en 2016 avec la guerre du Poul. Les responsables de l'application de loi ne se sont pas acquittés du devoir que leur impose la loi en servant la collectivité et en protégeant toutes les personnes contre les actes illégaux, conformément au degré de responsabilité qu'exige leur profession. Ces officiers ont failli. Ce procès illustre bien le haut degré de régionalisation de la politique, de l'administration de la justice et des forces publiques. Un pouvoir qui n'a plus honte de violer le principe de non-discrimination. C'est pour cela, à tout moment, nous déclarons qu'il y a l'apartheid au Congo. La main basse du juge Apès, en mission commandée, a saboté le travail entrepris par Patrice Nzouala, qui était le premier juge d'instruction, qui avait reçu des dépositions de nombreux parents des disparus du Beach. Ce n'est pas maître Jean-Martin Bemba qui va me démentir. Celui qui était au cœur d'ailleurs de cette procédure dès le début. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il avait été écarté du ministère de la Justice pour mettre Nchaebia, tout juste pour piloter le procès, parce qu'on savait bien les manœuvres. Le commun des téléspectateurs et des auditeurs qui ont suivi de très près le procès de l'affaire du Beach s'est rendu compte, comme vous allez le constater, la main basse du juge Charles-Émile Apès, nommé dans des conditions d'illégalité, comme l'a dit Maître Malonga. La manière et la dextérité avec lesquelles le président de la Cour a conduit les débats et les confrontations ont été évidentes. Cependant, une attention plus profonde a montré la ruse dans son habileté et l'orientation des auditions dans un cercle bien circonscrit, d'où il n'avait pas souhaité voir les personnes être entendues. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on aurait pu faire appel au premier témoin, au premier responsable,
le ministre Opimba, qu'on n'a jamais cité dans cette affaire. C'est lui le premier responsable qui est allé signer des accords qui ont permis le transfert des réfugiés de leur lieu de refuge jusqu'à Brazzaville. Et également le représentant du HCR. C'est pour cela que je dis, cette procédure doit être revue autrement. Le procès qui est pendant en France doit être revu d'une autre manière, en portant plainte contre l'institution, le HCR. Et comme ça, on va réouvrir ce dossier correctement. Il y a eu absence des principaux témoins qui auraient pu nous donner un listing des gens qui étaient mis dans les convois et qui aujourd'hui ont disparu. Le magistrat Apès, on l'a vu, était mal à l'aise à ce procès. Il n'a pas voulu contredire le gouvernement, qui parle de la voix d'ailleurs à l'époque du perroquet Alain Aquala, pérorait partout sur cette affaire qualifiée de manipulation politicienne, de l'affaire des disparus en 1999 au Congo. Par les anciens, ils disaient toujours que c'était une affaire de manœuvre politicienne des anciens dirigeants réfugiés à l'étranger. Bon. Malheureusement, je pense qu'il a dû revoir sa position après le procès. Nous disons aujourd'hui que nous reviendrons toujours sur cette mascarade de procès, même si aujourd'hui les gens s'étonnent. Pourquoi nous évoquons de nouveau cette affaire? Non, l'histoire reste l'histoire. Donc la lumière n'a jamais été faite sur cette affaire. Alors les pactes et conventions dépassent la valeur donc de la simple coutume internationale dont fait confusément allusion Maître Mongo. J'espère qu'entre-temps, elle s'est bien formée dans cette branche du droit pour se qualifier spécialiste du droit international humanitaire. Comme l'a dit donc le professeur Karel Bazak, ancien directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO à l'époque, et qui était rapporteur de ma thèse d'État soutenue en mars 1986, qui a fait de moi d'ailleurs le premier spécialiste francophone en droit international des droits de l'homme, que les droits de l'homme est une notion moderne, d'une réalité fort ancienne, mais prise dans leur ensemble, non pendant longtemps que médiocrement intéressé le juriste, fortement contaminé par la politique. La matière des droits de l'homme se trouvait en effet dans cette zone indécise, où les ombres inquiétantes du politique chassaient la lumière du droit pur, à la technique duquel le juriste rompu, à l'analyse des codes centenaires donnait rapidement la préférence. C'est pour ça que je retrouve dans la plaidoirie de Maître Mongo et Mabiala cette étrange gêne du juriste de voir la matière des droits de l'homme, aux droits humains si vous voulez, pour plaire à ceux qui revendiquent la notion de droits humains, alors que la conférence de Vienne en 1993 avait précisé que ces deux notions se valent. Mais les égalitaristes et les féministes s'acharnent à vouloir effacer la notion de droit de l'homme qui est inscrite dans tous les textes. Mais droits de l'homme ou droits humains visent la même chose. Ce sont les droits fondamentaux de la personne humaine. Ils s'adressent aux femmes comme aux hommes. La fausse polémique faite justement à cette notion, c'est parce que justement il y a la déviation de la société. Chacun a ses prises de position. Moi, je veux parler de ce qui se passe, l'égarement, où la notion de famille n'existe plus. Donc, c'est comme ça, la famille qui était composée du père, de la mère et des enfants. Mais non, c'est la mère seule. Bon, c'est vrai, il y a une famille recomposée, mais aujourd'hui, une femme qui veut avoir son enfant seul, un père qui veut... bon, ça, c'est des déviations de la société. Mais il faut être aussi tolérant, puisque c'est ça les droits de l'homme.
ce sont des opinions. Mais des opinions qui sont contre la morale. La fausse polémique, donc, qu'on fait sur certains débats, bon, on peut aller plus loin. C'est comme aujourd'hui, ici, on accepte l'homosexualité, mais on refuse aux gens, par exemple en Afrique, d'être polygame. Et la polygamie est interdite en Occident, alors que, bon, en Afrique, les gens n'apprécient pas l'homosexualité. On leur impose là. Bon, ça aussi, c'est un débat. On dit un débat sociétal, mais il ne faut pas aussi déformer les coutumes des gens. C'est ça aussi la société internationale. Nous devons nous battre justement pour aussi exposer certains faits. Donc je conclus en disant, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, je dis les crimes commis en 1998 et 2000 qui se poursuivent encore aujourd'hui avec les violations massives des droits de l'homme. On voit des arrestations, des détentions arbitraires, les séquestrations, des meurtres, les bombardements qu'il y a eu dans le Pool. Tout ceci a un parfum de discrimination tribale ou régionale. Et aujourd'hui, les gens qui sont empêchés de revenir dans leur pays, et tout ça, ce sont des points que nous soulignons chaque fois. Donc nous allons revenir sur certaines observations de ce procès. Après donc ces observations d'usage sur les plaidoiries de Maître Mongo, Penapitra et Mabiala, et la réplique du ministère public représenté par le procureur de la République, je vous fais passer les images pour vous rendre vous-même compte de ce qui s'est passé. Je me présente pour assurer la défense des intérêts du colonel Alakwa Jean-Ève et je voudrais dire que cette affaire est une première. Première, Monsieur le Président, sur le plan politique, parce que c'est la première fois qu'après un conflit armé, des hauts officiers de la police et de l'armée en fonction se retrouvent devant une juridiction criminelle pour répondre des crimes les plus graves. C'est inédit au monde. C'est inédit au monde. Et j'en sais quelque chose, Monsieur le Président. J'ai plaidé au Rwanda, j'ai plaidé au Burundi, et j'ai plaidé devant le TPIR. C'est inédit. Vous comprenez qu'au Rwanda, c'est après un renversement de régime. Et je dis quand même qu'il faut saluer ce courage politique, et je m'arrête là, parce que je ne suis pas politicienne. Alors c'est une première sur le plan juridique, parce que c'est la première fois qu'une juridiction congolaise aura à connaître donc des crimes internationaux les plus graves, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Génocide, c'est le crime des crimes. Ça a été déclaré par la communauté internationale. Il y a une décision qui a été rendue par la Cour internationale de justice, que je vais vous verser au débat. Votre exception, s'il vous plaît. Oui, mais Monsieur le Président, j'en arrive. Votre exception. Monsieur le Président, mon exception est une exception. Avant tout débat au fond. Oui, c'est une exception, Monsieur le Président, sur l'imprécision des chefs d'accusation. C'est une exception que nous soulevons généralement, que les avocats ont l'habitude de soulever devant les juridictions pénales internationales. Et je la soulève aujourd'hui devant vous, et je vous demande, Monsieur le Président, messieurs les juges, de porter votre veste de juge du droit pénal international, de porter votre veste de juge du droit humanitaire international. Parce que les infractions que vous allez connaître sont des infractions au droit humanitaire, sont des infractions du droit pénal international, même si elles ont été, pour certaines, incorporées dans notre législation nationale. Alors je vous demande de porter cette veste, Monsieur le Président, messieurs les juges.
Je vous demande de faire application du droit coutumier international. C'est quoi le droit coutumier international? Ce sont les principes qui sont prévus dans les conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits humains. Ce sont les principes reconnus dans les décisions des juridictions internationales. Alors, Monsieur le Président, les conventions internationales, le Congo en a ratifié pas mal, et je vais en citer quelques-unes, je ne vais pas aller loin. Le pacte international sur les droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme, et j'en passe. Alors, ces conventions internationales, dûment ratifiées par le Congo, ont valeur constitutionnelle. Elles ont valeur constitutionnelle. C'est pas moi qui le dis, c'est le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002. Que dit le préambule de la Constitution du 20 janvier 2002? Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945, par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, par la Charte africaine des droits de l'homme et par tous les textes internationaux pertinents ratifiés relativement aux droits humains. Alors, lorsque vous prenez ces conventions, je ne vais pas tous vous les lire parce que ça va être... On peut sortir du Rwanda pour revenir... Non, non, mais, Monsieur le Président, je suis dans le droit positif congolais. Je vous lis le préambule de la Constitution. C'est-à-dire l'obstacle de procédure que vous voulez dénoncer afin que la juridiction... Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président, mais est-ce que je peux développer mes arguments? Parce que je ne vais pas venir brutalement sur l'exception. Il faut que je développe, il faut que je soutienne cette exception. S'il vous plaît, laissez-moi développer mes arguments, Monsieur le Président. Je vous en prie, mais merci, nous avons la police des débats. Lorsque nous estimons que les développements n'aboutiront pas à une solution probable, à la bonne organisation de notre procès, nous pouvons vous ramener. Merci, Monsieur le Président. Respectueusement, je suis dans les conventions internationales dûment ratifiées par le Congo. Et qu'est-ce que disent ces conventions internationales? C'est ce que j'allais expliquer, Monsieur le Président, lorsque vous m'avez interrompu. Pour la plupart, elles reprennent un certain nombre de conditions pour que le procès soit un procès équitable. Alors, je ne vais pas lire ces dispositions parce que vous allez encore m'arrêter. Vous avez l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez l'article 14 du pacte civil et politique, du pacte international civil et politique. Vous avez les dispositions de l'article 67 du statut de Rome que nous avons ratifié en mai 2004. Et que disent ces dispositions? Elles vous parlent d'un certain nombre de conditions pour que le procès soit un procès équitable, notamment le droit d'être jugé dans un délai rapide, le droit de faire entendre de témoins à décharge et de faire poser des questions aux témoins à charge, le droit d'avoir un conseil et le droit, Monsieur le Président, d'être informé d'une manière détaillée des accusations qui sont portées contre l'accusé, de manière détaillée des accusations qui sont portées contre l'accusé. Or, nous venons d'entendre, de suivre la lecture de l'arrêt de renvoi. Et qu'est-ce qu'il nous dit cet arrêt de renvoi dans son dispositif? Il nous dit que les accusés sont tous renvoyés pour génocide, meurtre, pour génocide, atteinte grave à l'intégrité physique et mentale. Alors on ne sait même pas trop pourquoi les accusés sont devant la barre de votre cour. Parce que le meurtre et l'atteinte grave à l'intégrité physique et mentale, c'est deux infractions différentes. On nous dit, bon, en substance, bon, on ne sait pas pourquoi ils sont là. Ah, ça peut être telle infraction, ou ça peut être aussi l'autre infraction. Et c'est la même chose pour le crime contre l'humanité. L'arrêt de renvoi dit
crime contre l'humanité, assassinat. Ou crime contre l'humanité, emprisonnement ou privation des libertés. Ou, un troisième ou encore, crime contre l'humanité, persécution. Alors, on est là pourquoi? Ils sont là pourquoi les accusés? Ils sont là pourquoi, Monsieur le Président? J'aimerais qu'on nous le dise. On ne sait même pas exactement pourquoi ils sont là. C'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, que les accusations qui sont portées devant ces 11 officiers de l'armée sont des accusations imprécises. Imprécises. Et elles violent leur droit fondamental à un procès équitable. Parce qu'en substance, qu'est-ce qu'on leur dit? Bon, ben, on ne sait pas trop pourquoi vous êtes poursuivis. Bon, oui, vous l'avez déjà dit, là. Vous l'avez déjà dit. Vous avez soulevé une exception de l'imprécision des infractions. Je conclue, Monsieur le Président. Je conclue. Je dis que j'ai versé au débat donc, de la jurisprudence internationale. J'ai versé au débat un arrêt de la Chambre d'appel, donc des deux TPI, l'arrêt qui prescrit du 21 octobre 2001, un arrêt qui dit en substance tout ce que je vous ai dit, que l'accusé a droit donc de connaître d'une manière détaillée des accusations qui sont portées contre lui. À défaut, ces accusations doivent être écartées des débats. À défaut, ces accusations doivent être écartées des débats. Parce qu'en matière de convention internationale, il n'y a jamais de nullité. Vous ne verrez jamais dans une convention internationale une disposition... La Cour vous donne acte de vos observations, cher maître. Ces deux chefs d'accusation qui me semblent tout à fait imprécis. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis de terminer ma plaidoirie. Cette affaire, Monsieur le Président, en principe, pour les accusés, et tout au moins pour le Monsieur Jean-François Ndengue, dont j'ai la charge d'assurer la défense, il faudrait que ce dossier se tienne. Parce qu'il y a une sorte de chape de plomb qui pèse sur M. Jean-François Ndengue. Cependant, Monsieur le Président, puisque nous voulons connaître la vérité dans cette affaire, et que nous voulons respecter la légalité, j'ai pensé qu'il était utile de présenter à votre auguste cour deux exceptions. Une première exception qui porte sur une incrimination, la troisième, qui a été notifiée à M. Jean-François Ndengue, crime de guerre. Vous verrez, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, qu'en date du 20 décembre 1999, le Conseil national de la transition a voté une loi d'amnistie pour les faits qui remontent à 1993, 1994, 1997, 1998 et 1999. Vous verrez, Monsieur le Président, qu'effectivement, quand vous prenez ce texte et que le Conseil national de la transition qui l'avait pris, c'était, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs, pour réconcilier la nation congolaise avec elle-même. Et vous verrez que l'article 1er de cette disposition, de cette loi, dit notamment ceci, Monsieur le Président: la présente loi d'amnistie a pour but de réconcilier la nation congolaise avec elle-même et de favoriser la paix sociale et la concorde nationale. Et l'article 2, Monsieur le Président, dit: sont admissibles, et c'est très important, tous les faits de guerre commis antérieurement à la date de la promulgation de la présente ordonnance au cours des guerres de 1977, 1978, 1999. Quand vous reprenez l'ordonnance, l'arrêt de renvoi devant la chambre d'accusation, les événements qui sont visés, ce sont les événements de 97 et 99. Bien entendu, Monsieur le Président, on va vous dire qu'il faut lire les dispositions de l'article 3 de cette loi d'amnistie du 20 décembre 1999, qui dit notamment ceci, Monsieur le Président: ne bénéficie de la présente amnistie que les auteurs des faits de guerre qui se sont démobilisés de leur milice et qui ont déposé les armes
avant janvier 2000. Monsieur le Président, monsieur de la Cour, effectivement, si ce texte permet à toutes les milices, entre autres, ne pas les citer, les ninjas, les Tchouboulous, mais effectivement, ce texte également doit bénéficier au Cobra. Parce qu'en fait, s'il est entendu qu'au moment de 1897, le général, je veux dire, monsieur Jean-François Ndengue, il n'était pas colonel. C'était un officier qui était, n'est-ce pas, livré à lui-même. Il était entre la corps de Cobra. Et c'est à ce titre qu'ils ont fait la guerre contre l'oppression d'un pouvoir, n'est-ce pas, qui était banni par le peuple en 1997. Dans ces conditions, vous dites que, parce qu'à cette époque, le général Ndengue, aujourd'hui, le général Ndengue, il était, n'est-ce pas, instructeur de Cobra, qui ne peut pas bénéficier, monsieur le Président, monsieur de la Cour, de cet admissible, puisqu'à l'époque, aujourd'hui, tout le monde sait que les Cobra n'existent pas. Et que les encadreurs des Cobra, qui n'avaient pas la qualité de colonel, mais qui étaient des simples instructeurs, ou les miliciens comme les autres, ne peuvent-ils pas bénéficier, n'est-ce pas, de cette loi, monsieur le Président, monsieur de la Cour? Et j'ai pensé que c'est une exception essentielle, puisque les fonds sont admissibles, monsieur le Président. Si les fonds sont admissibles en faveur, n'est-ce pas, des ninjas, en faveur des mambas, en faveur de tous les autres, de toutes les milices que nous avons connues, des Cobras et autres, des Cobras, des ninjas, des Cocols, pourquoi pas, n'est-ce pas, les Cobras également, puisque l'arrêt de renvoi fixe, n'est-ce pas, les faits de la cause en 97 et 98. Alors, monsieur le Président, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. Si les faits ont été initiés et que le juge renvoie en vertu des dispositions de la nouvelle loi qui a été prise en 1998, il se pose un problème, monsieur le Président. Il y a le Conseil national de la transition, qui est le législateur, qui a rendu une loi, monsieur le Président, monsieur de la Cour, qui dit tous les faits de guerre sont initiés jusqu'en 98-99, en considérant que Jean-François Ndengue était un encadreur de Cobra qui n'agissait pas en tant qu'officier des armées congolaises. L'amnistie le bénéficie. Alors que faut-il faire, monsieur le Président? Vous constaterez tout simplement que les faits sont admissibles. Vous constatez que les faits sont admissibles, tout au moins à l'égard de Jean-François Ndengue. Tout au moins les crimes de guerre, je dis bien, monsieur le Président, les crimes de guerre, parce que je fais que c'est pas comme ça. Les crimes de guerre, mais quand le reste des autres incriminations, on débattra. Alors ce que vous devez faire, monsieur le Président, c'est de demander à monsieur le procureur général, à nous se pourvoir, monsieur le Président. C'est-à-dire saisir les instances habilitées, soit à annuler cette loi par la forme d'abrogation, par la liste de forme, ou soit tout simplement vous constatez l'admissible et vous ne jugez pas de ce fait, tout au moins monsieur Jean-François Ndengue. Parce que, monsieur le Président, dans d'autres pays, vous ne citez que le pays que j'affectionne particulièrement, la France, n'est-ce pas? En France, on a eu à prendre des décrets-lois. Nonobstant toutes les considérations du droit pénal international, le principe de crimes qui sont imprescriptibles, qu'on ne peut pas initier, monsieur le Président. À titre d'illustration, monsieur le Président, les décrets-lois de l'affaire d'Indochine, les décrets-lois, n'est-ce pas, d'admissible, n'est-ce pas, d'Algérie, etc., etc. Et les juges français en tiennent compte. Et les juges français en tiennent compte, monsieur le Président, quand il faut engager des poursuites contre, n'est-ce pas, la deuxième exception. La deuxième exception, monsieur le Président. Et j'ajoute, monsieur le Président, si vous ne tenez pas compte, monsieur le Président, les législations tout au moins étrangères, la justice dit ceci, engage la responsabilité du magistrat ou de l'officier qui ne tient pas compte, n'est-ce pas, de la loi d'admissible. Et les sanctions d'ordre, d'amende ou pécuniaire peut-être prononcées à leur endroit. La deuxième observation, monsieur le Président, je disais que j'ai pensé aussi, monsieur le Président, pour une bonne administration de la justice, c'est pour une bonne administration de la justice, monsieur le Président, qu'il était nécessaire de soulever une deuxième exception. C'est la régularité des constitutions de partie civile. Il est nécessaire que je pose le problème des alentours. Vous voyez, monsieur le Président, monsieur de la Cour, j'ai parcouru ce dossier dans sa globalité. Les plaintes, l'action publique a été déclenchée depuis les années 2000, contrairement à ce que dit mon confrère Malonga,
par des plaintes qui ont été portées contre X avec constitution de partie civile de certaines gens qui pensent qu'ils ont perdu des parents, enfants, oncles, grands-pères. Mais quand j'examine l'ensemble de ces éléments, M. le Président, je me aperçois, nonobstant une pièce d'identité d'un ayant droit, mais je ne vois pas un acte qui justifie que cette personne ait disparu. Moi, j'ai entendu, M. le Président, M. Lacour, au moment où cette affaire prend des échos, des amis, des confrères disent que j'ai perdu des parents. Et quelque temps après, ils se sont ravisés, M. le Président. Ils se sont ravisés. Parce qu'en réalité, M. le Président, je ne veux pas les citer, parce que j'ai de la considération pour les hommes intelligents. Mais beaucoup de Congolais, M. le Président, à l'époque et à l'instant, sont amables de vous dire que j'ai perdu un parent, mais il faut rapporter la preuve, M. le Président. N'est-ce pas? Un acte matériel. Je dis, M. le Président, dans ces conditions, il faut une exception, Président. Je termine. Si vous avez une exception, révélez-nous l'obstacle de procédure qui... Est-ce que je peux continuer? Parce qu'en fait, M. le Président... Oui, mais on ne va pas vous laisser plaider sur des faits que l'on n'a pas encore discutés. Attendez, M. le Président, respectueusement. Si vous estimez que l'exception ne peut pas être recevable, respectueusement, vous me direz que mon exception est inopérante et que je n'aurai rien compris à ce que je fais. Mais je ne pense pas que vous verrez cette... Est-ce qu'il faut que l'on revienne pédagogiquement au code de procédure pénale pour que vous compreniez les exceptions que vous pouvez... C'est une question judiciaire, M. le Président. C'est-à-dire, oui, avant de déclencher une poursuite, il faudrait que vous ayez un intérêt, que vous montrez que vous avez un intérêt. En quelle qualité vous devez poursuivre la poursuite? Et quand je prends l'exemple d'un confrère qui aurait dit que j'ai perdu des parents, moi également, pendant la guerre de 97, j'ai perdu des parents. Est-ce qu'à l'occasion des événements de 97 ou 99, je ne sais pas. C'est pourquoi je pense que les parties civiles auraient dû, M. le Président, question préjudicielle, engager une requête gracieuse, soit les personnes concernées, c'est-à-dire les parents qui ont perdu des enfants, c'est douloureux, mais il faut respecter la loi c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Il fallait que les différentes parties, M. le Président, c'est question de préjudicielle, aient saisi le procureur de la République, et éventuellement le ministère public ayant informé de ceci et saisi le procureur de la République, et qu'on prenne un jugement déclaratif de disparition. Mais aujourd'hui, vous avez dit, tout le monde va vous dire, M. le Président, que nous avons perdu des parents. Donc il faut poser cette question aux parties civiles. Et je tenais absolument à soulever cette exception, M. le Président, et je pense que vous la recevrez. Voilà, M. le Président, les deux exceptions que je tenais à soulever. Maître Penapitra, la Cour vous donne acte de vos observations. Monsieur le procureur général, vous avez à répondre? Bien sûr, Monsieur le Président. Je vais répondre à Maître à tous ceux qui ont posé. Maître Malunga, oui. Maître Malunga. Maître Mungo. Et à Maître Penapitra. Maître Penapitra. Et je vais répondre brièvement à toutes les observations des parties. Maître Malunga nous fait état de ce que nous n'avons pas signifié l'arrêt de renvoi aux parties, notamment aux accusés. Aujourd'hui, c'est une première, parce qu'il n'y a que celui contre qui une procédure ou un acte qui n'a pas été accompli fait grief et porte préjudice qui sont prévôt. Aujourd'hui, M. Malunga est partie civile. Mais de quel droit vient-il revendiquer des préjudices apparemment apportés aux accusés? Et encore, nous avons signifié l'arrêt de renvoi par voie d'huissier. Et c'est exprès que nous l'avons fait. Que M. Malunga aujourd'hui vienne pour démontrer
qu'il n'y a pas eu signification aux accusés. Nous avons signifié. Et j'en passe. La prise de corps, l'ordonnance de prise de corps. Mais c'est l'affaire du parquet. C'est l'affaire du parquet. Maître Malonga a lu l'article 141, premier alinéa, mais c'est gardé de lire le deuxième alinéa. Ce deuxième alinéa qui avait été déjà lu par Maître Mabiala l'autre jour. Je ne veux pas m'éterniser dessus. Et je dis tout simplement que le parquet a l'opportunité, dès lors qu'il peut constater que l'accusé présente des garanties de représentation, il peut en ce moment dire « Monsieur, venez à l'audience tel jour ». S'il y a défaillance, en ce moment, le parquet exécute l'ordonnance de prise de corps. Et ce n'est pas une première. Il y a à peine quelques jours, votre cour a évoqué l'affaire Matsima. Ils ont été les premiers à venir implorer la bienveillance du ministère public pour ne pas exécuter les ordonnances de prise de corps. Et c'est ce que nous avons fait. Et alors, où est le mal? À moins que Maître Malonga, la partie civile, a quelques griefs revanchards à faire valoir. Mais nous ne sommes pas là sur le problème du parquet. Nous n'avons pas exécuté les ordonnances de prise de corps. Oui, mais nous faisons jouer nos droits à nous. Et nous avons cru et pensé que tous les accusés, en les appelant, ont répondu tous en même temps. Alors, pourquoi alors exécuter l'ordonnance de prise de corps? La loi le permet, l'article 141, alinéa 2. Nous avons fait application. Vous verrez encore que, pour retarder, que votre cour connaisse de cette procédure. Il se lève une nullité parce que c'est citation, mais il est dit que la citation, quand elle n'est pas faite à cette date prévue, dans le délai prévu, n'emporte pas nullité de la procédure. C'était à Maître Malonga, donc à la partie civile, de dire j'ai été cité, non pas dans le délai, alors accordez-moi le délai qu'il faut pour que je comparaisse. S'il a accepté de comparaître, c'est qu'il le veut bien. Donc il n'y a pas d'unité. Et enfin, pour lui, votre cour est incompétente, parce qu'il y aurait conflit de juridiction quelque part. La procédure en France est avancée quand elle est encore en cabinet d'instruction. Et mieux, Monsieur le Président, la procédure en France est vouée à être étouffée dans l'œuf. C'est pas moi qui le dis, c'est les dispositions du Code de procédure pénale français. Dans son article 689.1, la procédure de défaut en la matière n'existe pas, elle est exclue. Mais là-bas, quel accusé il y a? Personne. Tous les accusés sont ici. Donc, si en France on devait prendre cette procédure, on ne pouvait pas l'examiner, on ne pouvait pas l'évoquer, parce que le défaut n'existe pas. Ici, nous avons tous les accusés. Les faits se sont passés ici. Et pourquoi alors renvoyer cette affaire à une juridiction qui serait compétente par la compétence universelle? Nous sommes une juridiction nationale souveraine, nous connaissons notre affaire, vous êtes compétents. Il n'y a pas de conflit de juridiction. Et enfin, vous êtes incompétents parce que
vous avez été nommé par le président de la République. Pour que vous soyez incompétent, il aurait fallu que Maître Malonga attaque le décret qui vous nomme. Et en ce moment, le décret annulé, que, enfin quand même, vous soyez compétent, alors Maître Malonga aurait raison de dire que vous êtes incompétent. La Cour constitutionnelle est là. Maître Malonga n'a qu'à user de toutes les voies ou devant le tribunal administratif pour attaquer les décrets vous nommant. Tant que ces décrets continuent à produire leurs effets, vous êtes totalement et légalement compétent. Et sur ce, j'aurais purgé les observations sur tout ce que Maître Malonga, partie civile, a pu soulever. J'en passe à l'exception de l'accusé défendu par Maître Mungu. Imprécision. Évidemment, ici, on a tout juste voulu faire allusion à toute la procédure qui doit être menée dans ces infractions de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. C'est pourquoi Maître Mungu fait allusion aux conventions. Monsieur le Président, nous avons une loi nationale sur le génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Dès lors, nous n'avons rien à voir ou des références vers les conventions quelconques pour la procédure à prendre sur ces crimes. Bien sûr, la loi congolaise ne prévoit pas une procédure spéciale, mais telle est la loi nous dit que s'il n'y a pas de procédure spéciale, nous nous en référons à la procédure normale suivie pour punir les délits et crimes. Et ici, c'est la procédure pénale congolaise qui s'applique. Vous n'avez pas à rechercher des procédures, des conventions. Et mieux, Monsieur le Président, même s'il fallait chercher quelque part dans les conventions cette procédure pour mieux étayer les accusations. Mais la citation que nous servons à l'accusé n'est pas censée comporter la dénomination de tous les éléments constitutifs de l'infraction. Nous disons qu'il y a eu génocide, où l'accusé est poursuivi pour génocide, pour crime de guerre, pour crime contre l'humanité, c'est largement suffisant. C'est devant votre cour que nous allons développer ce que contient justement ces infractions. Nous n'avons pas à mettre dans la citation les éléments constitutifs de l'infraction ou de ces crimes. Donc, Monsieur le Président, ces faits n'ont aucune portée sur les actes que nous avons servis aux accusés. Et enfin, j'en viens à Maître Pénapitra. Dommage. J'ai dit tout simplement que les exceptions, ou ce qui paraît comme exception de Maître Pénapitra, sont renvoyées carrément devant le fond. Parce que il faut examiner l'infraction de crime de guerre mis à la charge de son client. Et c'est par la suite seulement que vous viendrez à déclarer que cette infraction est amnistiée. Mais ça ne doit pas être dans les incidents, dans les exceptions. Il faut l'examiner. Loi à l'appui. Et la régularité des parties civiles. Cet élément, cet argumentaire avait déjà été soulevé devant la chambre d'accusation. Et elle revient
Je dis tout simplement que de l'autre côté, on doit comprendre qu'il y a un principe directeur dans le droit pénal. L'autonomie du droit pénal. On ne doit pas amener ici, devant votre juridiction pénale, votre juridiction répressive, des notions de droit civil pour apprécier la régularité des constitutions de partie civile. Si nous nous en tenons aux règles de droit civil, aujourd'hui, ce procès n'aurait pas lieu. Parce qu'il faudrait attendre 30 ans pour que vous engagez et vous poursuivez les accusés. Mais 30 ans, les éléments nombreux seraient certainement dissipés. Les preuves et les accusés ou les parties civiles nombreux, on ne sait jamais. La vie est longue et courte. Et donc je dis, Monsieur le Président, que Maître Benapilitra doit se conformer aux règles du droit pénal, sur l'autonomie du droit pénal. Donc la notion d'absence ou de disparition en droit pénal n'a pas le même sens ou la même portée en droit civil. C'est sur ces observations, Monsieur le Président, que je remercie la Cour pour son intention. Monsieur le procureur général, la Cour vous donne acte de vos observations. Maître Cathy. Oui, Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs les jurés, comme vous vous en doutez, je vais répondre à notre confrère Malonga et sur ce qu'il a pu dire et écrire de la procédure française. La première chose que je voudrais dire, c'est que la justice congolaise a été la première saisie par les parties civiles. C'est un réquisitoire du 8 mars 2000 qui vous saisit aujourd'hui, le 1er du 8 mars 2000. La plainte des parties civiles est antérieure à ce réquisitoire. Or, les parties civiles qui viennent ici vous parler de la compétence d'une seule juridiction ont déposé plainte en France le 5 décembre 2001. Il ne s'agit pas ici, comprenez-moi bien, comme a utilisé le terme d'accusés ou de confrères qui se complaisent dans cette procédure. C'est pas qu'on se complaît, ni les accusés, ni nous, dans cette procédure, Monsieur le Président, messieurs, mesdames et messieurs. En revanche, il est clair qu'il conviendra sans doute un jour, et surtout quand on voit le désir absolu des parties civiles de voir cette affaire jugée, d'être jugée un jour. Vous êtes saisi aujourd'hui d'une procédure qui, en France, a été engagée postérieurement à la vôtre. C'est un premier point. Le deuxième point est celui-ci. La procédure française est actuellement suspendue. Elle est actuellement suspendue et je dirais même que étouffée dans l'œuf, Monsieur le procureur général, si vous me permettez, c'est une expression que je n'aime pas beaucoup parce que justement c'est ce qu'on lui a souvent reproché à la procédure française d'avoir été étouffée. La procédure française n'a pas du tout été étouffée. Et on a fait du bruit autour de la sortie du général Ndengue de maison d'arrêt. C'était un des épisodes de cette procédure française. Effectivement, un des épisodes fondés sur son immunité diplomatique. Ça n'est pas ça qui a annulé la procédure française. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui a fait provoquer l'annulation de l'intégralité de la procédure est un moyen que j'ai soulevé devant la Chambre d'instruction, c'est la nullité du réquisitoire. Le réquisitoire a été déclaré nul et envers et contre
tout le monde, y compris d'ailleurs le parquet français, qui souhaitait poursuivre diligence. Alors, qu'on ne vienne pas nous parler de procédure étouffée. La procédure n'a pas été étouffée, elle a été annulée parce qu'elle était totalement irrégulière. Et aujourd'hui, aucun juge d'instruction n'est saisi de cette affaire. Voilà ce que je voulais dire. En conséquence de quoi, aujourd'hui, vous avez entre les mains un dossier. Non que nos clients aient particulièrement envie d'être jugés, on le comprend bien, mais sans doute veulent-ils aussi pouvoir répondre à ceux qui les calomnient depuis plusieurs années. L'occasion leur est ici donnée dans leur pays, et Monsieur le Président, vous l'avez montré depuis le début de ces débats, vous avez sans doute ici, par vous, par ces caméras, par tout le peuple congolais, une transparence qu'il n'y aurait jamais en France. Et une compréhension de la culture et de l'histoire qu'il n'y aura jamais en France. Et on s'interroge, franchement, sur cette envie absolue de transporter ces débats vers la France. En tout état de cause, aujourd'hui en France, il n'y a plus de dossier, il n'y a plus de juge d'instruction saisi. Et la procédure a été d'abord engagée ici par les parties civiles elles-mêmes, qui vous demandent aujourd'hui, après avoir changé d'avis, choisi la France, de vous déclarer incompétent. C'est pourquoi je voulais apporter ces observations sur cette procédure française qu'il apparaît que je connais. La Cour, Maître Cathy, vous donne acte de vos observations. Maître Madiala. Monsieur le Président, je vous avais déjà indiqué que je répondais en guise de réplique de droit, bien sûr, à mon excellent confrère Maître Malonga, qui a cru devoir soulever des exceptions de procédure par devant votre auguste juridiction. J'ai cité la Cour criminelle. Monsieur le Président, je peux me permettre de vous dire d'entrée de jeu que ce qu'on a appelé de l'autre côté exception de procédure, en réalité, Monsieur le Président, il n'en est pas une, en tout cas même pas une exception de procédure. Je le dis parce que, Monsieur le Président, devant la Cour criminelle, l'exception de nullité n'est fondée que sur la violation des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'une mascarade de procédure, ou j'allais dire d'une mascarade de procès. Il s'agit d'un procès qui est fondé et basé sur les textes de loi et qu'on a voulu. Alors, Monsieur le Président, vous jugerez en droit et nous plaidons, nous acteurs de justice, qui défendons des accusés, nous plaidons en droit. Et pour le faire, Monsieur le Président, il faut vous servir un certain nombre de dispositions. 199. L'arrêt de mise en accusation, c'est l'arrêt dont on venait de donner lecture, contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation. À peine de nullité. Donc, Monsieur le Président, en l'espèce, la nullité est textuelle et elle est prévue expressément par la loi. Et pour qu'un arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie les accusés devant votre auguste juridiction soit déclaré nul, et c'est ce qu'on appelle la procédure d'exception de nullité, eh bien, Monsieur le Président, il faut examiner cet arrêt, constater que dans cet arrêt, eh bien, il n'y a pas d'exposé de motifs et
il n'y a pas de qualification légale prévue par la chambre d'accusation. Or, en l'espèce, l'arrêt qui vous saisit, Monsieur le Président, contient expressement le fait de la cause et contient la qualification légale. Quelle est-elle, Monsieur le Président? Mais ce sont, Monsieur le Président, la violation des dispositions de la loi congolaise sur le génocide, sur le crime contre l'humanité et sur le crime de guerre, Monsieur le Président. C'est prévu. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas vous servir, Monsieur le Président, la prise de corps. On ne peut pas vous servir la violation de délai de citation comme étant les moyens pouvant, Monsieur le Président, justifier la nullité de la procédure. Non, Monsieur le Président, c'est hors de question. Et alors, Monsieur le Président, j'en viens à ce qu'on a appelé le conflit de juridiction. Ma consoeur, Maître Cathy, vous a expliqué les conditions dans lesquelles cette procédure a été déclenchée en France et comment elle a été annulée. Parce qu'en effet, il s'agit d'une nullité. Il s'agit d'une nullité. Mais en tout état de cause, Monsieur le Président, lorsqu'on parle de conflit de juridiction, d'abord, puisque notre confrère Maître Malonga a conclu, vous a déposé ses conclusions, mais lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur ces conclusions, Monsieur le Président, eh bien, on ne vous dit pas avec quelle juridiction votre cour criminel entre en conflit. On ne vous le précise pas. La seule précision, c'est la suivante, Monsieur le Président, et on profite donc des déclarations de mon client, Monsieur Jean-François Dengue, Monsieur le Président, et c'est écrit dans les conclusions de Maître Malonga en page 4. Attendu que l'accusé Dengue Jean-François a déclaré à la barre, 2 points. J'ai été interrogé de 3h à 6h du matin en France. Que l'interrogatoire s'est poursuivi le lendemain, toujours en France. Voilà, Monsieur le Président, la seule justification qui a amené les parties civiles à vous dire que vous êtes là entrés en conflit de juridiction avec une certaine juridiction. Donc, on ne vous l'indique pas, Monsieur le Président. Là, il n'y a pas conflit de juridiction, c'est une simple indication qui n'a aucune valeur juridique. Ensuite, Monsieur le Président, mais pour qu'il y ait conflit de juridiction, il faut qu'on vienne vous dire qu'il y a finalement litispendance. Est-ce qu'il y a litispendance en espèces? Pour vous dire qu'il s'agit de telle partie, de telle infraction, et le procès a tel objet qui permettent finalement d'identifier les mêmes parties pour le procès, ou j'allais dire le dossier qui est pendant devant votre cour criminelle, et ce sont les mêmes parties également qui comparaissent devant la juridiction d'ailleurs. On ne vous a pas apporté cette précision. Cette précision manque dans les explications, tant écrites que verbales, présentées par les parties civiles. Et cet argument, bien sûr, est en notre faveur. Ensuite, Monsieur le Président, mais lorsqu'on soulève ce qu'on appelle le conflit de juridiction, Monsieur le Président, est-ce qu'on vous a développé la notion de la territorialité? Le principe de la territorialité. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, Monsieur le Président, si
si justement il y a infraction, en l'espèce, Monsieur le Président, mes clients sont poursuivis pour 3 chefs d'accusation, mais est-ce qu'on vous a dit, Monsieur le Président, sur quel territoire ces infractions auraient-elles été commises? Est-ce qu'on vous l'a dit, Monsieur le Président? Moi, je n'ai pas besoin d'indiquer, de dire à vous, Monsieur le Président, puisque moi qui suis accusé, eh bien, on m'a pas signifié, séance tenante, devant quelle juridiction je suis à la fois poursuivi. Donc, il ne me revient pas à moi, Monsieur le Président, de l'imaginer. Alors, est-ce qu'on vous a dit quelle est la compétence territoriale de cette juridiction-là qui entre en conflit avec votre juridiction, Monsieur le Président? Est-ce qu'on vous l'a dit? Il y a là défaut d'indication d'un principe important, un principe cardinal en droit pénal, Monsieur le Président. Or, selon ce que nous avions entendu attentivement, puisque c'est ce que dit la loi, par rapport à l'arrêt de renvoi qui a été lu, eh bien, qui nous a été notifié, eh bien, il nous est dit que les faits qui nous sont reprochés ont été commis sur le territoire congolais. Ce sont les renseignements que l'arrêt de renvoi nous donne. Il n'y a pas eu 2 territoires, territoire congolais. À partir de ce moment-là, Monsieur le Président, c'est votre cour qui est compétente. Et il n'y a pas conflit de juridiction. Cet argument est à notre faveur. Ensuite, Monsieur le Président, le principe de la souveraineté. Le principe de la souveraineté. S'il me semble, Monsieur le Président, lire ce qui a été indiqué dans ces conclusions, eh bien, on vous dit, toujours en France, 3 heures à 6 heures en France, à supposer que ça soit la France, Monsieur le Président. Mais on ne peut pas, et Monsieur le Procureur Général l'a dit, on ne peut pas, Monsieur le Président, venir à ce procès sans un tout petit peu vous servir, Monsieur le Président, ne fût-ce que pour faire du droit comparé, vous servir, Monsieur le Président, ce que la loi française a prévu. Et ce sont les dispositions de l'article 689 alinéa 1er du Code de procédure pénale français qui indique cela, Monsieur le Président. Parce que c'est de là, finalement, que les juridictions françaises tirent leur compétence, qui a été appelée abusivement, excusez-moi, Monsieur le Président, du qualificatif, d'universel. Voici ce que disent ces dispositions, Monsieur le Président. En application des conventions internationales, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si elle se trouve en France toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces conventions. Les dispositions du présent article sont applicables aux tentatives de ces infractions chaque fois que celle-ci est punissable. Mais, Monsieur le Président, il s'agit de quelle convention en l'espèce? Mais il s'agit de convention du 12 août 1949 qui prévoit le génocide, qui prévoit le crime de guerre, qui prévoit le crime contre l'humanité. Or, Monsieur le Président, et c'est là tout l'intérêt de ce débat, or, le jeu juridique qui est le vôtre et le nôtre aujourd'hui, Monsieur le Président, et qui vous permettra certainement de juger irrecevable cette exception, s'il faut l'appeler ainsi, eh bien, ces conventions-là, les 4 conventions de Genève, Monsieur le Président, ont quitté le plan international pour faire corps avec l'ordre juridique interne du Congo. D'où notre loi qui vous permet de nous poursuivre aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, à partir de ce moment-là, peut-on
réellement, Monsieur le Président, indiquer qu'il y a conflit de juridiction? Non. Il n'y a... Merci donc d'avoir suivi cette deuxième partie. Et nous vous invitons donc nombreux à vous abonner et si possible à mettre j'aime. Cela également nous le conforte en sachant que vous êtes nombreux à suivre puisque vous nous écrivez. Et d'ailleurs, je veux rappeler à ceux qui veulent me joindre de m'envoyer des messages par mail maurice.mtias@frtdh.org. Merci. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génie. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme. Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Écoute toujours la radio Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé.
Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former en route pour l'état de droit. Avec Maître Massimo Tiassé. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Radio Forum FM, la voix des sans-voix. Télévision Forum, l'expression des sans-voix. Radio Forum FM, y a la vérité. Télévision Forum, c'est le droit de l'homme. Pour l'état de droit. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer,
par les mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en version simplifiée, car il est important que nos enfants connaissent également leurs droits. Article 1. Quand les enfants naissent, ils sont libres, et tous doivent être traités de la même manière. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres de façon amicale. Citoyens, vos droits et devoirs en route pour l'état de droit. Forum.